Mes chers compatriotes, bonjour. Et à vous tous, mes frères qui me reconnaissez comme tel, en vos grades, degrés et qualités, l'accolade réglementaire. Quant à tous les autres, comme on dit, la bise au chat. De l'ordre dans le désordre, j'inaugure ici une nouvelle série de vidéos sur la franc-maçonnerie, suite à, premièrement mon coming out maçonnique dans une émission GPTV, et par la suite ça avait suscité beaucoup d'interrogations. Je m'étais dit qu'à un moment ou un autre, j'allais remettre à plat ce sujet-là, et l'idée a été renouvelée à l'occasion d'une émission récente avec monsieur Ploncard-d'Assac chez le très méritant Nicolas Bouvier. Une émission qui, pour moi, m'a laissé sur ma faim, m'a laissé un peu frustré parce qu'il y avait plein de choses que l'on a évoquées, mais sans terminer aucun sujet de fait. Et j'ai surtout tenté d'arriver sur certains sujets. Certains, ceux qui ont voulu sincèrement comprendre, ont compris. Pour les autres, ça peut être un peu plus long, tout simplement parce que ce sujet est trop peu connu. Donc ici, je vais tenter avec vous de remettre ce sujet à plat. Sujet vaste ô combien, mais il faut bien commencer par quelque part. Je vais commencer par vous raconter mon premier contact avec la franc-maçonnerie. C'était à l'occasion un concours de musique. Vous savez que je joue du hautbois. Un concours à Waterloo, il y a un concours tous les ans. Si je ne me trompe pas, c'est un an sur deux, les bois, les percus d'un côté, les vents et compagnie, et d'une année sur l'autre, les cordes et pianos et compagnie, je crois. En tout cas, à l'époque, c'était dans les années donc, 90. Mon premier concours pour lequel j'étais arrivé, figurez-vous, en 2 temps, il y avait les présélections puis les éliminatoires, j'étais arrivé, 4e sur plus de 150 candidats, ce qui est à la fois ingrat et en même temps, c'était une vraie performance pour le coup. À l'occasion de ce concours-là, j'avais gagné notamment un CD à l'époque de musique sur lequel il y avait une musique funèbre maçonnique de Mozart datant de 1785 dont je vais vous mettre un petit extrait ici. Ceci a donc été mon premier contact avec l'institution maçonnique, avec une musique qui, certes, est funèbre et très austère et très grave. La gravité, disait Montesquieu, c'est le bonheur des imbéciles, mais là, dans un contexte funèbre, on peut quand même l'autoriser. Et cette musique est vraiment d'une magnificence et également me parle beaucoup parce il y a au tout début, en fait, vous l'entendrez, vous prendrez le temps chacun de l'écouter individuellement. Il y a un appel déchirant, enfin un appel au début des 2 hautbois qui donne directement la tonalité funèbre, auquel répond une masse sombre constituée de 3 corps de bassets, un contrebasson et 2 corps. Dixit, donc la vidéo vers laquelle je vous oriente de l'orchestre de Paris. Avant tout, Mozart écrit cette œuvre en hommage à 2 amis francs-maçons décédés. La mort, écrivait Mozart, si nous y pensons calmement, est le véritable et ultime but de la vie. Son image n'a désormais pour moi plus rien de terrifiant. Je la vois plutôt comme consolante et apaisante. C'est intéressant, on dirait presque les mots de quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente avant sa mort. C'est assez étonnant. En fait, la mort n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est l'apprentissage, c'est de faire l'expérience. Ce que nous devons éprouver, de fait, nous vivons pour l'amour et la connaissance. L'intensité émotionnelle, c'est l'un des buts de la vie. Et surtout, essayer de faire le moins de dégâts possible et d'apprendre d'expérimenter au maximum, mais dans le bon sens, sans faire trop de dégâts. Je vous renvoie là-dessus aux vidéos sur le karma qui sont complémentaires de fait à ces vidéos sur la franc-maçonnerie, une série mais qui ne remet pas en cause et qui sera distincte, bien sûr. Nous parlons bien d'une série de vidéos restrictivement au sujet de la franc-maçonnerie. Donc voilà mon premier contact avec l'institution maçonnique. Pour votre curiosité, j'ai joué d'ailleurs le concerto de Cimarosa pour hautbois. Justement, c'est l'un des concertos de Cimarosa les plus connus pour le hautbois, certainement le plus connu. Je vous enverrai, mais également un petit extrait pour au moins l'association. Du reste,
Quant à ceux qui pourraient oser dire, les bandes de vilains, que ce serait juste pour me faire mousser, sachez que 2 ans plus tard, à ce même concours de Waterloo, je me suis effondré de trac. J'avais 15 ans, c'était la première fois que je me suis effondré de trac, en fait, que j'ai fait n'importe quoi, en fait. Alors que j'avais très bien bossé et là, pour moi, ça a été quelque chose de quelque part traumatique parce que personne n'a jamais pu m'expliquer, avant que plus tard je ne le comprenne, comment j'avais pu ainsi m'effondrer de trac alors que j'avais vraiment bien travaillé. C'était un concerto, cette fois de Bellini, que je jouais. On en mettra également un petit extrait qui est très joli. J'adorais ce concerto et pourtant je me suis effondré de trac. Donc tout ça pour dire que cela va servir de remarque liminaire pour mon propos, c'est que je dirais que la sagesse, on l'acquiert en connaissant les extrêmes quelque part, en éprouvant à la fois les moments de gloire et les moments d'effondrement et c'est ce qui nous donne la sagesse d'en connaître la différence. Notre but, quelque part, est d'éprouver notre intensité et je pense qu'on ne peut pas apprécier les vrais moments de «gloire» entre guillemets, si on n'a pas non plus connu des vrais moments d'effondrement ou des moments vraiment où on a été à côté de soi-même, ou bien où des moments qui ont été globalement négatifs en termes d'expérience. Mais encore une fois, pour savoir vraiment ce qui est précieux, quelque part, il faut aussi avoir éprouvé l'enfer ou une idée de l'enfer pour vraiment comprendre les questions spirituelles au final. C'est la différence entre les gens qui croient en une religion ou les gens religieux et les gens spirituels. Les gens religieux croient qu'il y a un enfer, les gens, disons, spirituels en sont revenus. L'idée donc, petit propos liminaire qui pourra faire réfléchir, je reviendrai sur tous ces sujets-là, mais il y a vraiment cette idée-là, c'est la prière de la sérénité paraphraser justement sur cette sagesse d'en connaître la différence. Ce que je trouve terrible dans le contexte, et on va en reparler, dans le contexte éducatif actuel, c'est que bon nombre de gens n'ont pas ou n'auront pas, dans le contexte du système éducatif actuel spécialement français, beaucoup de gens n'éprouveront même pas leur intensité et ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que justement, c'est ce que permet précisément l'art, le sport et toute discipline, mais surtout l'art et le sport, je dirais, la danse aussi qui est entre les 2, la musique spécifiquement, le théâtre aussi pour les moments de transe où l'on est habité, le cinéma également en ce sens, c'est-à-dire le fait de vraiment faire vivre le texte, de même, en musique et bien sûr le par cœur. Autant déclamer une tirade ou jouer quelque chose par cœur, vous y mettez vraiment ce que vous êtes, en fait. Et on dit d'ailleurs sur scène, par exemple, qu'on sent, on ressent à l'écoute et au visuel ou autre, on sent quand quelqu'un a quelque chose à dire sur scène. Quelque part, il faut, comme dirait Nietzsche, avoir un minimum de chaos en soi pour mettre au monde une étoile dansante. C'est vraiment cette idée qui peut être déclinée de toutes les façons possibles. De même qu'il faut, je pense, avoir éprouvé certains extrêmes humains pour avoir vraiment quelque chose à dire et pour, à un moment, faire notre chemin intérieur vers la souveraineté intérieure, vers ce que nous avons à dire au monde. Ça serait mon point d'introduction et la musique, l'art notamment et le théâtre notamment, la danse, le sport par sous d'autres angles. Mais je pense vraiment que la musique et le théâtre, y compris l'actorat, sont pour moi souverains justement pour éprouver ces choses-là. Mais on n'est pas obligé de le faire dans un contexte nécessairement scénique. Ça peut aussi être oser dire le vrai, même si la voix tremble. Autant devant une assemblée, une conférence, ou bien en amour. Quelque part, nous n'avons jamais rien vécu tant que nous ne sommes pas capables de dénoncer vraiment l'intensité de nos émotions, de le faire bien, d'oser ces moments encore une fois, des moments de vérité, en fait. L'idée est aussi celle d'une réunification de ce que nous sommes, à la fois devant caméra, mais également sans caméra, en fait. Nous devons être alignés, il ne doit pas y avoir 2 personnes, en fait, différentes, entre devant et dans le dos de la caméra. Sinon, c'est que quelqu'un n'a pas fait la personne en question, désalignée, n'a pas fait son travail intérieur. Ce travail intérieur va être le leitmotiv, le sujet global derrière globalement tout ce sujet maçonnique. Et également parallèlement aux autres sujets spirituels. Ce n'est qu'un sujet parmi d'autres, néanmoins, c'est un sujet qui structure notre Occident et c'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu donc inaugurer cette série de vidéos donc, sur la franc-maçonnerie. Avec l'idée, encore une fois, d'y mettre de l'ordre dans le désordre, de l'ordre dans le désordre. C'est ce que disait, Pierre Schoendoerfer sur le fait qu'un soldat met de l'ordre dans le désordre. De fait, dans une plaisanterie mi-figue mi-raisin, je me définis comme un soldat de la connaissance, au sens que je mets de l'ordre dans le désordre, avec un côté tout à fait monacal. L'idéal du moine soldat, de fait, me parle vraiment puisque c'est l'idéal universel des humains et spécifiquement des hommes qui
ont compris leur responsabilité sur Terre, c'est-à-dire essayer de ne pas trop nuire, ne pas trop faire de dégâts et pourtant parfois décider, étant entendu que dès lors que l'on décide, parfois, on fait des omelettes en cassant des œufs. Mais c'est aussi comme quand on fait par exemple un gâteau. On pense qu'on gâche du sucre, de la farine, tout ce que tu veux, alors qu'au final, il y aura quand même un gâteau. Il y a des petites, métaphores comme ça de la vie qui nous permettent de comprendre que parfois, comment dire? Les petits désordres d'aujourd'hui sont l'ordre et l'harmonie de demain. Ordo ab chaos, quand c'est bien compris. Mais quand c'est mal compris, ça peut donner également des idéologies extrêmement destructives à l'occasion de laquelle des loulous vont prétendre mettre du désordre pour soi-disant mettre de l'ordre demain. C'était quelque chose qui m'a marqué, je n'ai jamais retrouvé la source exacte, c'était en fac de droit que j'avais lu ça, complètement incidemment, dans un livre qui parlait de la révolution bolchevique, où on avait l'évacuation des rouges qui avaient pris à un moment Saint-Pétersbourg et qui ont évacué Saint-Pétersbourg, devenu Léningrad par la suite, face aux armées blanches. Et à ce moment-là, je ne sais plus s'ils ont vraiment évacué ou s'il a été question d'évacuer, mais qu'ils ont pu s'y maintenir. Toujours est-il que c'était une phrase qui a vraiment retenu mon attention d'un jeune révolutionnaire qui disait à Trotsky: «Mais enfin, camarade Trotsky, pourquoi, ne détruis pas toute la ville? Ne détruit-on pas toute la ville? Tu sais très bien que la révolution va reconstruire bien mieux». Et rien que cette idée-là m'a toujours marqué, je devais avoir 18-20 ans. Conditionnement idéologique. À croire que demain, ça sera les lendemains qui chantent parce que on a promu une idéologie qui a fait des millions de morts au final. Je vous renvoie bien sûr à mes vidéos sur les idéologies justement qui sont absolument cruciales parce que les idéologies sont un sujet crucial à notre époque. Et donc, Ordo ab Chaos, c'est réversible, c'est prenable dans les 2 sens et on verra que toutes ces idées spirituelles peuvent être potentiellement justes ou pas. Typiquement, par définition, les humains sont désalignés, en tout cas doivent vivre pour, se réunifier quelque part, aller globalement du chaos vers l'harmonie. L'idée de créer de l'ordre à partir du chaos est parfaitement saine d'un point de vue spirituel. Par contre, cette idée peut être totalement détournée à partir de l'idée que oui, l'ordre par le chaos, ça veut dire qu'on plus on crée de chaos et plus il y aura de l'ordre. Bah non, pas forcément. C'est un postulat complètement foireux, idéologique, et c'est encore une fois le danger des idéologies. Je n'insisterai jamais trop sur ce sujet. Donc, nous commençons avec l'exégèse concernant ce sujet de la franc-maçonnerie. Par où commencer ce sujet vaste? J'ai, voulu partir de l'exégèse d'un livre, donc qui va nous servir de base d'approche du sujet. Un livre que j'ai, moi-même découvert, puis que j'ai volontiers offert et dont je pense qu'il serait bon, puisque par définition tout le monde ne le lira pas. Un livre donc qui s'appelle «Les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons» de Jean Solis et Bruno Etienne. Cet ouvrage va nous servir de base, donc le contexte février 2008, en tant que, à l'époque, une tentative d'œuvre utile de la part de ces 2 auteurs. Il va nous servir de base pour comprendre le sujet, pour tenter au moins une première approche du sujet qui va être déclinée donc, en plusieurs morceaux évidemment. Aujourd'hui, je ne vais parler donc que de l'introduction. Néanmoins, il y aura déjà du matériel, surtout pour poser justement ce qui était énoncé par les auteurs. Donc, d'abord, présentons les auteurs. On a Jean Solis, donc premièrement, qui est éditeur, polémiste et philosophe. En tout cas, il est donné comme tel sur Internet. Il est connu pour ses ouvrages très spécialisés sur la franc-maçonnerie et par ailleurs pour sa vision spirituelle et métapolitique. Métapolitique, donc au-dessus de la politique, en zoom arrière, au sujet des questions de société. Et il est notamment inspiré en cela aussi bien par Joseph de Maistre que par Antonio Gramsci. Alors que donc le deuxième auteur, c'était en effet donc Bruno Etienne, 1937-2009, 50 ans de franc-maçonnerie derrière lui, en 2008, dans le livre. Un anthropologue, un sociologue, un politologue français, spécialiste de l'Algérie, de l'islam et de l'anthropologie du fait religieux. Il a été l'un des premiers politologues à s'intéresser à l'islam en tant que fait politique. Il fonde l'Observatoire du religieux. Il fonda l'Observatoire du religieux dans le cadre de l'université d'Aix-en-Provence. Il était issu d'une famille de francs-maçons d'un côté, de protestants de l'autre. Un petit point également sur Joseph de Maistre, puisqu'on l'a cité là au sujet de Jean Solis. C'est intéressant parce que Joseph de Maistre est devenu contre-révolutionnaire initialement, alors que la Révolution française a eu un lien évident avec la franc-maçonnerie. On a notamment donc Joseph de Maistre, l'illustre défenseur au final de l'infaillibilité pontificale, a été pendant une longue période de sa vie franc-maçon. Il a été affilié au groupe très secret des initiés supérieurs du martinisme. Mon développement ici, c'est globalement l'article de synthèse que j'ai produit pour mes tipeurs en janvier, qui sera disponible sur mon site internet d'ici peu.
Vous aurez donc les sources, vous aurez pas mal d'éléments additionnels dans cet article-là. Ici, je vous en fais globalement une trame suffisamment complète pour que chacun puisse la comprendre. En tout cas, l'idée, c'est de mettre à disposition la connaissance. Encore une fois, sans pour autant faire du prosélytisme, nous allons revenir sur cette question. Je pense d'abord il est important de poser quelques précisions méthodologiques et également concernant mon positionnement. On pourra m'objecter, bon, petit disclaimer, on pourra me dire que c'est une façon pour moi de me réfugier derrière l'autorité supérieure de ces auteurs, Jean Solis et Bruno Etienne. Je l'assume parfaitement, tout simplement, et parce qu'ils en savent plus que moi sur le sujet restrictivement maçonnique. Cependant, ma démarche initiale était d'étudier le sujet pour ma propre instruction quand j'avais découvert ce livre-là. Sauf que mon propos, lui, ne se limitera pas à la franc-maçonnerie. Simplement, ce livre est une bonne première approche, sous forme d'ailleurs de dialogue, mais il est quand même assez complexe par ses sous-entendus, aux yeux du profane en tout cas. Je passe donc moi-même là d'une simple démarche initiale d'étude d'un propos pour le restituer ensuite, pour le rendre plus accessible et fondamentalement pour réduire le fossé entre profanes et initiés dans le contexte actuel, dans un contexte actuel global qui est celui de la déperdition de la connaissance. La franc-maçonnerie n'y fait pas exception. Je précise également que je ne suis que au degré 3 du REEA, RE2A, le rite écossais ancien et accepté. Ça veut dire que, je ne prétends évidemment pas connaître toute l'institution. Par contre, je n'ai pas non plus attendu la franc-maçonnerie pour m'intéresser aux véritables sujets ésotériques, avec un grand Z. Nous reviendrons évidemment sur ce point en long, en large et en travers. Je suis aussi bien sûr tout à fait conscient des débats et des doutes plus ou moins sérieux qui entourent la franc-maçonnerie, ainsi que de son rôle historique, qui fut bien souvent subversif. Tout dépend par contre après, on le verra, de savoir dans quel sens est allée cette subversion maçonnique, parce qu'il y a bien eu une subversion maçonnique. Pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend où, quand, quoi, comment. Il y aurait vraiment tout et son contraire à en dire, ce que nous allons faire donc au fur et à mesure. Au sujet de la franc-maçonnerie et de la connaissance qu'on a le grand public, faisons le test rapidement. Le test consistant à rechercher franc-maçonnerie sur le site des vidéos en ligne YouTube pour trouver donc des vidéos grand public. Résultat, on a d'un côté un déni des problèmes, on le voit avec une excellente vidéo d'Hugo Décrypte, enfin une excellente, je le dis de toute façon tout à fait ironique. Un format du petit vidéaste Hugo Décrypte qui est artificiellement promu parce qu'il est très naïf, ce garçon, qui nous dit qu'il s'est plongé au cœur des francs-maçons. Oui, vraiment, et en fait, il est chez le Grand Orient, et ce qui en est dit est assez drôle. En tout cas, on a un déni clair des problèmes chez nos amis du Grand Orient qui nous expliquent que c'est du bullshit, et cetera. Voyez cette vidéo, elle est marrante. Et de l'autre côté, nous aurons de l'autre côté un écueil, l'écueil du conspirationnisme, je dirais, extrême. Et nous avons là, je peux citer une vidéo de Paul Knight qui s'intitule «Plus tu avances et plus c'est dangereux», témoignage d'un ancien franc-maçon. En ce sens, je précise également que, j'ai moi-même pour, avoir différentes relations, j'ai moi-même tout à fait conscience du fait qu'il puisse y avoir des raisons sous ce conspirationnisme extrême et des détournements de l'institution massifs et également très sous-estimés par les frères eux-mêmes. Mais le sujet sera plus global que la franc-maçonnerie, on en reparlera. Simplement, il m'a déjà été dit des petites choses, j'ai de quoi, comment dire? Être suffisamment lucide pour pouvoir vous présenter ce sujet-là, sans manichéisme, mais non plus sans trop de naïveté. Je ne suis pas non plus un perdreau de l'année, sans irénisme non plus. N'empêche que c'est en ce sens que nous pouvons évoquer au sujet du déni des problèmes d'un côté, mais du conspirationnisme extrême de l'autre, la dangerosité potentielle de la franc-maçonnerie ou de son héritage subversif. Il y a un héritage du droit romain face au bruit public et à la dualité de la rumeur publique. D'un côté, on nous dit que là, en droit romain, que la rumeur publique, un bruit public n'est jamais sans fondement. Mais de l'autre, l'expérience des affaires ou l'expérience, par exemple, des forces de l'ordre, indique également, incite à penser que la malveillance est aussi toujours possible. Je pourrais vous raconter une histoire comme ça de mon père, qui au début de sa carrière a été parachutiste puis policier, et qui m'a raconté l'histoire d'un incendie à l'occasion duquel par la suite, l'enquête avait, établi par un bruit public que tel personnage qui était un peu marginal, avait été vu avec un cocktail Molotov et cetera. Alors qu'au final, l'enquête avait montré que ce n'était qu'une bouteille de soupe qu'il portait à sa mère avec un journal. Donc pas du tout un cocktail Molotov. N'empêche que la malveillance donc est toujours possible aussi, mais un bruit public n'est jamais sans fondement non plus. Donc, dès le début, nous pouvons poser un mot qui va être récurrent, il y a une réalité duale sous la franc-maçonnerie. Et je dirais même encore, plus que duale, une réalité quantique.
La question c'est: peut-on être à la fois une chose et son contraire en même temps? La réponse est oui. En tout cas oui pour la franc-maçonnerie, par bien des égards. C'était le gros problème que j'ai évoqué durant cette émission chez Nicolas Bouvier, c'est qu'à plusieurs occasions, nous avons parlé de tout et de son contraire et de fait, il y a plusieurs francs-maçonneries et surtout au sein même d'une institution. Il en va de la franc-maçonnerie comme il en va de telle ou telle religion ou autre. Les fanatismes sont toujours possibles. Le problème étant aussi que le secret peut aussi permettre d'abriter pas mal de choses. Faisons une analogie, je vous ai parlé au tournant décembre, janvier, toute fin décembre, je vous ai parlé d'une synthèse que j'ai produite sur les armes biologiques. Ce sera également sur mon site ou pour mes tipeurs. Une synthèse sur les armes biologiques qui racontait notamment que le problème des armes biologiques, c'est leur caractère secret. Parce que ce sont des armes qui sont éthiquement très discutables, en tout cas qui posent de vrais cas de conscience. C'est la raison pour laquelle elles ont bien souvent été développées sous l'angle un secret d'État qui a permis tous les abus. De fait, la le secret est dual. Le secret est nécessaire par certains égards dans la connaissance spirituelle. On ne peut pas tout le temps dire tout à tout le monde en même temps, tout simplement parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais dans le cas de la franc-maçonnerie, le secret pose problème car il peut permettre à l'institution d'abriter des creusets ou des cénacles d'influence politique, pas forcément uniquement pour le bien, mais également potentiellement pour le pire. Là, encore une fois, nous parlons de la dualité, de la franc-maçonnerie. Peut-on être à la fois une chose et son contraire? Ça, c'est vraiment une grande question introductive. Pour résumer d'avance cette idée, je dis que l'histoire réelle de la franc-maçonnerie est duale et tout l'enjeu va être de la trier. Dual, donc un mot qui reviendra régulièrement dans mes développements, c'est le reflet ou la conséquence de l'inévitable dualité humaine, la dualité dans chaque humain. Contrairement à ce qu'on entend souvent, l'humain n'est pas mauvais, la nature humaine, etc. Non, l'humain n'est pas bon ni mauvais. En fait, il est dual. Et de fait, les institutions qu'il crée, en conséquence, seront également dans la dualité. C'est le risque, en tout cas inévitable. C'est la fable du papy Cherokee qui explique la vie à son petit enfant et qui lui dit, tu vois, en moi, il y a deux loups, le bon loup et le mauvais loup qui se livrent un combat sans fin. Et c'est comme ça tous les jours, chaque jour, ça se reproduit ce combat. Et l'enfant demande naïvement, mais lequel va gagner? Le grand-père lui répond, celui que tu nourris. Nourrir le bon loup en soi, pour sortir de cette dualité, en tout cas faire des choix, c'est la conséquence. Enfin, c'est la compréhension ultime du sens même de notre libre arbitre. Si nous n'avions pas le choix, nous ne choisirions pas en conscience et quelque part, ça serait trop facile. Notre monde est un monde de dualité, un état de probation à l'occasion duquel nous devons apprendre à faire un choix. Et au final, le vrai sujet de fond auquel on sera perpétuellement exposé sera spirituel et au-delà de ce sujet concernant la seule franc-maçonnerie uniquement. Le vrai sujet sera spirituel et on verra justement dans cet aspect, probatoire par le libre arbitre. Il s'agit de faire un choix globalement, choisir les meilleures influences ou rester sensible au pire, étant entendu que tant que nous n'avons pas fait ce choix, nous pouvons potentiellement faillir. Tant que tu n'as pas vendu ton âme au diable, il tentera de l'acheter, mais tant que tu n'as pas fait le choix d'une connexion supérieure, tu es en danger également. Cette idée est spirituelle, elle n'est pas uniquement maçonnique, mais je dis que c'est ce que tente d'apprendre la franc-maçonnerie, bon an, mal an, en tout cas la vraie franc-maçonnerie. Néanmoins, nous verrons que de toutes les façons possibles, ce sujet, encore une fois, est dual, il est, quantique et donc nous remettrons ça à plat au fur et à mesure, mais le sujet au-delà de la franc-maçonnerie est de toute façon spirituel. C'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup d'hypocrisie chez beaucoup de frangins qui sont, des frangins, comment dire? En étant pudiques. Des demi-frères, des quarts de frères, des anti-frères ou des frères qui se sont très éloignés de ce que devait être la franc-maçonnerie. Mais on verra, ça sera vraiment à chacun de comprendre ou pas ce que je dis, de me prendre en défaut ou pas, mais rappelez-vous, je ne vais vous donner qu'une vision de ce sujet. Rappelez-vous également de ce que disait Vladimir Volkov, grand monsieur du renseignement français, russe blanc par ailleurs, dans sa petite histoire de la désinformation. Ce sera une autre synthèse que je vais vous pondre sur le fait qu'aucune source, par définition aucune source, ne titre 100% de la vérité. Ça veut dire qu'à partir de mon développement, vous trouverez toujours à redire dans un sens ou dans l'autre, c'est ainsi. Parce que je ne suis pas Dieu le Père tout simplement, si j'étais parfait, je ne serais pas ici. Néanmoins, je tente encore une fois de vous en amener une vision complète, exploitable et juste, aussi juste que possible. Autre précision, mon but n'est pas de faire du prosélytisme, mais mon but va être d'étudier honnêtement le sujet et de vous le restituer, de vous en donner une vision plus juste que les excès manichéens de part et d'autre. Déjà faire comprendre le phénomène d'attraction que continue la franc-maçonnerie, son utilité sociale éventuelle, puis ses limites ou ses problèmes actuels. On a des excès manichéens de part et d'autre, tant chez les francs-maçons contre les anti-francs-maçons que chez les anti-francs-maçons à l'égard des francs-maçons. L'idée, c'est de trier le bon grain de livret.
Mon but va donc de faire connaître de la franc-maçonnerie une vision la plus juste possible, évidemment sans préjudice de ce dont je vous parle, c'est-à-dire ces luttes d'influence internes qui rendent le sujet bien plus divers et bien moins compréhensible qu'il ne pourrait l'être. Mais c'est donc l'indice, si c'est si compliqué, c'est l'indice qu'il y a des luttes d'influence et qu'on n'est pas tous d'accord avec, la question de savoir de quoi vraiment on parle. Étant aussi entendu que connaître ne signifie pas approuver en bloc. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'en suis que j'approuve tout, par exemple. Toujours pareil, quand j'en parle, il y a beaucoup de commentaires qui sont totalement manichéens. Cependant, il y a un autre problème humain, c'est que critiquer en retour sans connaître, ou se plaindre de la subversion, d'une certaine subversion, tout en s'en lavant les mains, c'est aussi faire partie d'un problème qu'on prétend critiquer. Si quelque part vous ne prenez pas la compréhension d'un problème à bras le corps, c'est bien de critiquer, mais ça ne produira rien au final. Joseph Kessel avait aussi ces mots que je n'ai jamais retrouvés. En substance des mots que je paraphrase ici, il parlait de ceux qui critiquent la hiérarchie sans prendre conscience qu'ils pourraient en faire partie. Ceux-là qui critiquent sont aussi responsables du problème que ceux qui, au sein de la hiérarchie, orientent la société dans une mauvaise direction. Ici, c'était au sujet du commandement militaire, mais par analogie avec la franc-maçonnerie, on peut dire la même chose, et même par analogie à la politique. Puisque derrière la franc-maçonnerie, nous allons voir que le sujet plus global, c'est ce que j'avais tenté d'énoncer durant l'émission chez Nicolas Bouvier, le sujet plus global, outre le sujet spirituel dont je parlais auparavant, c'est le sujet des réseaux de pouvoir, des inévitables réseaux de pouvoir. Dès lors qu'il y a un pouvoir politique, je vous renvoie à mes vidéos sur la politique, le sens de l'État, etc. Dès lors qu'il y a un pouvoir politique, il y a des réseaux de pouvoir. Il y a des réseaux de pouvoir et la question va être de savoir qu'est-ce qui habite ces réseaux de pouvoir. Si la société va dans une mauvaise direction, c'est de fait que ces élites de pouvoir ne vont pas dans le bon sens, d'une façon ou d'une autre. Mais critiquer une institution, en l'occurrence la franc-maçonnerie, au sein de laquelle vous avez beaucoup de décideurs de toutes les façons possibles, sans vraiment comprendre que quelque part, dans une lutte d'influence, si on ne fait pas un choix et qu'on la regarde justement de loin en se disant: «Oh là là, c'est terrible, c'est affreux», bah, ça ne produit rien au final. Ça ne produit rien au final et je vous renvoie à un livre dont on parlera par exemple, le livre de Sophie Coignard sur justement un État dans l'État, sur le contre-pouvoir maçonnique. Livre intéressant justement, mais qui illustre et qui documente le fait que bien sûr, il y a beaucoup de francs-maçons dans les milieux de pouvoir et pas forcément que pour le meilleur, souvent pour le pire aussi et qu'il y a beaucoup ou bien d'hypocrisie ou bien de naïveté chez beaucoup de frères, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il y a aussi des frères qui sont parfaitement conscients et surtout qui sont, bien formés pour un peu, quelque part, faire tenir l'État par certains égards, surtout dans des circonstances d'effondrement, quelque part, de l'État. Mais je vous dirais que la franc-maçonnerie est à la fois quelque chose qui peut faire tenir l'État comme une sorte d'État profond, mais également qui peut le subvertir. Et le sujet, encore une fois, c'est qu'il y a plusieurs francs-maçonneries tout à fait distinctes, avec des idées totalement opposées et beaucoup, tantôt d'hypocrisie, tantôt de non-dit, tantôt de bah, ça gêne aux entournures quand on en parle, et cetera. Mais c'est bien la raison pour laquelle il n'y a pas qu'une franc-maçonnerie, il y en a plusieurs superposées. Comme Bernard Lugan parlerait non pas de l'Afrique, mais des Afriques. Il y a des francs-maçonneries, en fait, et il y a surtout des idées d'usurpation, de modification avec le temps d'idées initiales. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va revenir. Je veux donc là, dans la série de vidéos sur la franc-maçonnerie, je vais donc évoquer des luttes d'influence, tenter d'en donner une vision juste, en tout cas de mon point de vue, pardon, et afin donc, au final, que chacun puisse faire l'utilisation de son libre arbitre à sa guise. Je peux déjà poser quelque part le postulat d'où je vais partir. Les visions excessives ou monolithiques, unilatérales, et allant uniquement dans une seule direction, sont fausses par définition. Souvenez-vous, Marc Aurèle. Marc Aurèle, ce que tu vois n'est qu'une perspective, ce que tu penses n'est qu'une opinion. De même, Wellington disait: «L'art de la guerre, c'est de savoir, de deviner ce qu'il y a derrière la colline». C'est aussi intéressant pour ça, par exemple, de prendre un peu de l'expérience par procuration, par exemple, de lire la littérature, par exemple, des grands militaires ou des grands personnages, ou alors il y a des simulations aujourd'hui, il y a des jeux vidéo aujourd'hui qui sont des simulations, par exemple, militaires particulièrement intéressantes et qui apprennent aussi ce genre d'humilité-là. C'est qu'on ne sait jamais tout en même temps, on peut parfois se tromper et c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Donc voilà, nous allons parler de fait de lutte d'influence. Je vais tenter d'en donner une vision juste et chacun pourra, à partir de là, avec une certaine connaissance mise à sa disposition, en faire une utilisation qui lui siera, faire usage de son libre arbitre pour comprendre le sujet ou bien pour gratter les sujets à partir de la synthèse et des synthèses que je vais en produire donc au fur et à mesure. Je ne saurais trop vous inciter à sortir de la dualité et à comprendre les luttes d'influence et à raisonner par hypothèse de travail plutôt que d'être trop sûr d'une réalité soi-disant excessive, monolithique ou conspirationniste ou unilatérale. Mais également, je mets aussi quelque part en garde mes frères sur une certaine naïveté quant à l'histoire. Tout simplement parce que
De nombreux frères n'ont pas forcément le temps de faire le travail que moi je fais et qu'en ce sens, on peut parfaitement, être égaré au sein de l'institution, suivant là où on est, dans quelle franc-maçonnerie on est. Souvent suivant également les personnels que l'on rencontre, les frères que l'on rencontre. Donc le risque est inévitable, mais de fait, c'est aussi le risque, dans tous les domaines sensibles. Dans le lobbying, dans le renseignement, on dit que la, confiance, c'est le risque et pourtant on ne peut pas travailler avec quelqu'un sans faire confiance. C'est la raison pour laquelle il y a du cloisonnement en matière de renseignement, par exemple. C'est aussi la raison pour laquelle il y a un BDC, besoin d'en connaître, par exemple. Pour terminer ici mon propos introductif, il y a un énorme sujet d'étude derrière la franc-maçonnerie. Mais le sujet de la franc-maçonnerie n'est pas le seul véritable sujet, au final. C'est aussi parce que le véritable donc, sujet sous-jacent derrière la franc-maçonnerie, en tant qu'institution, ce n'est pas tant donc la franc-maçonnerie que les luttes de pouvoir en Occident depuis des siècles. Ces luttes de pouvoir en Occident depuis des siècles, elles sont la conséquence d'une longue histoire et en vérité de plusieurs histoires combinées. Combinées ou superposées, en fait. Nous en avons au moins quatre. Premièrement, l'histoire la plus ancienne de la lointaine c'est l'Égypte, la lointaine Égypte, et de Sumer, qui sont en fait deux empires jumeaux et qui sont liés par leur histoire, tant par leur histoire que par leur mythologie. Osiris, en Égypte, devient Enki, par exemple, à Sumer. Nous ne connaissons en vérité que la fin décadente de ces deux civilisations. Nous connaissons l'Égypte lagide d'une part et Babylone d'autre part. Il y a 300 ans, un Grec, enfin un Macédonien, a conquis la quasi-totalité du monde connu. Alexandre le Grand, ça vous dit quelque chose? Et puis à sa mort, son empire a été divisé entre ses diadoques, ses généraux. Et c'est mon ancêtre, Ptolémée Ier, qui a hérité de l'Égypte et fait d'Alexandrie la nouvelle capitale. Et voilà comment des Grecs se retrouvent à faire des pharaons de l'autre côté de la Méditerranée. On nous appelait Lagides, du nom de Lagos, le papa de Ptolémée Ier. Lagos en grec, ça veut dire lièvre. Enfin bref. La partie uniquement connue récente, en fait. On dit par exemple que le Code d'Hammurabi, c'est le plus ancien texte juridique connu. Il y a aussi une raison pour laquelle nous connaissons peu ces civilisations-là, c'est que le sol, le sous-sol au-dessous de l'Irak et Babylone, en fait, a une certaine composition et une certaine hygrométrie qui fait que certaines preuves archéologiques ne sont pas retrouvables au-delà de 6000-8000 ans, par exemple. C'est ce que j'avais déjà lu, on verra là-dessus. Vous voyez notamment Anton Parks, Eden, justement. Je crois que enfin, c'est intéressant, justement, pour avoir, je pense, l'ésotérisme de notre temps, ou en tout cas une certaine vision, un peu à la Star Wars, de ce qui est sans doute, à mon avis, une potentielle histoire, en tout cas, sans doute l'ésotérisme le plus puissant de notre temps, qu'il s'agit de croiser avec d'autres sources ésotériques. Néanmoins, je pense qu'à notre époque, il y a un nouveau type de connaissance qui marque ou qui coiffe ou qui encourage de nouvelles prises de conscience de l'humanité quant à sa propre histoire. Donc l'histoire la plus ancienne de la lointaine Égypte et de Sumer, c'était le premier point, la première histoire. Et quand je dis qu'il y en a plusieurs combinées superposées, je rajoute en deuxième point l'histoire de l'Antiquité et des religions antiques. C'est-à-dire d'un côté un très ancien paganisme dont Platon, Pythagore et bien d'autres étaient les héritiers, de l'autre l'émergence apparente des trois monothéismes que nous connaissons actuellement en Occident, comme si le monothéisme avait été inventé à cette époque, alors que c'est complètement faux. C'est parce que aussi nous connaissons la décadence égyptienne, mais le véritable monothéisme était auparavant égyptien. Donc les trois monothéismes, nous parlons bien sûr du judaïsme, du christianisme, puis plus tard de l'islam, en incluant bien des luttes d'influence méconnues et déformées à travers les siècles, à l'intérieur, au gré de l'histoire de ces trois religions. Il serait bon également de préciser qu'il n'y a pas un, mais deux paganismes opposés dans toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est très important. On a d'un côté les dieux instructeurs, une histoire positive d'élévation spirituelle de l'humanité, la compréhension spirituelle de la vie, etc. Et on a de l'autre côté un mauvais paganisme chez les Cananéens ou chez les adorateurs de Baal ou chez les mangeurs d'hommes de toute latitude un peu partout, notamment dans les Amériques, les sacrifices humains, etc. En fait, on n'a pas un, mais deux paganismes. C'est ça qui est pas compris, en fait. Mais on reviendra sur ce sujet-là. Donc, premier point, on avait dit l'histoire la plus ancienne de la lointaine Égypte et de Sumer. Deuxième point, l'histoire de l'Antiquité et des religions antiques. Troisième point, l'histoire médiévale et l'histoire des luttes d'influence à l'époque médiévale en Occident, avec notamment l'émergence des confréries de métiers et de leur état d'esprit médiéval, chrétien, qui sera plus tard perverti. Ça sera un jalon très important dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Puis, dernier point, nous avons l'histoire plus récente du monde occidental moderne, à partir de la Renaissance, impliquant notamment de comprendre 5 siècles de subversion internationaliste, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, justement, du dimanche soir, les cours magistraux. 5 siècles de subversion internationaliste, subversion financière internationaliste,
pour le meilleur et pour le pire. Donc nous avons au moins 4 histoires superposées et l'histoire de la franc-maçonnerie est globalement liée ou combinée avec ces histoires superposées. Donc l'histoire antique très ancienne, l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire plus récente, depuis la Renaissance. Tout ceci au final nous donne une histoire duale, encore une fois, ni totalement bonne, ni totalement mauvaise, mais il va s'agir ensemble d'en trier le bon grain de livret dans toutes ces superpositions d'histoires qui de fait sont combinées et dont les tenants, les aboutissants ne sont pas forcément bien remis à plat dans l'état d'esprit globalement des Occidentaux d'aujourd'hui. Voilà.